Ils m'ont vendu pour de l'argent. Le murmure était si bas qu'il fut presque emporté par le vent glacial qui balayait la place de l'église. La fillette n'a pas levé les yeux. Ses petites mains, rougies par le froid, serraient un oiseau en bois usé. Face à elle, un homme, un inconnu, a senti son cœur s'arrêter. Cette simple phrase, prononcée par une enfant de 8 ans, allait faire s'effondrer des murs de mensonges et réveiller des fantômes que l'on croyait endormis pour toujours. Ce que cet homme ne savait pas encore, c'est que cette petite fille venait de lui tendre la clé de sa propre rédemption, ou de sa destruction finale. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, car les apparences sont parfois les plus cruelles des mensonges. Et quand vous aurez tout vu, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous lui donneriez. Si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je compte vraiment sur vous. L'histoire se déroule à Val-Gris, un de ces bourgs fictifs nichés au cœur de l'Auvergne, où les toits en ardoise semblent avoir absorbé la tristesse d'un ciel perpétuellement couvert. L'automne y est une saison qui ne finit jamais, noyant les collines dans un brouillard tenace et une bruine glaciale qui s'infiltre jusque dans les os. C'est une communauté fermée, où tout le monde pense tout savoir sur tout le monde, mais où les secrets les plus sombres pourrissent derrière les façades de respectabilité, comme une maladie chronique. L'air y est lourd, chargé de traditions figées et d'un désespoir économique silencieux. C'est dans ce décor que notre drame prend racine. Notre protagoniste s'appelle Julien Dubois. Pour les habitants de Val-Gris, il n'est qu'un visage de plus, un homme d'environ 45 ans, discret, un peu perdu. Il a loué une petite maison en périphérie du village, racontant à qui voulait l'entendre qu'il était un écrivain en quête de tranquillité. Il porte des vêtements simples, presque usés, conduit une vieille Renault Clio qui peine dans les côtes et passe le plus clair de ses journées à errer dans les rues pavées ou le long des sentiers forestiers, le regard dans le vague. Un fantôme parmi les vivants. Mais cette façade de simplicité n'était qu'un mensonge de plus dans une ville qui en était remplie. En réalité, Julien était un millionnaire, le fondateur d'une entreprise technologique florissante à Lyon, un de ces hommes que l'on qualifie de « réussis ». Pourtant, ce succès avait le goût amer des cendres. Chaque euro sur son compte en banque était un rappel constant, une accusation silencieuse. 20 ans plus tôt, au sommet de leur ascension, il avait trahi son meilleur ami et cofondateur, Marc. Une trahison calculée, froide, qui avait laissé Marc ruiné, brisé, avant que celui-ci ne choisisse de mettre fin à ses jours. Depuis, la culpabilité rongeait Julien comme un acide. Il avait donc fui son appartement luxueux, ses responsabilités, sa vie dorée, pour revenir à Val-Gris, la ville de son enfance, celle qu'il avait quittée pour ne jamais y revenir. Il n'était pas là pour écrire un livre, mais pour disparaître, pour tenter d'étouffer le fantôme de Marc qui le hantait à chaque instant. C'est là qu'il l'a vue pour la première fois. Léa, une fillette de 8 ans. Elle était comme une petite tache de couleur vive dans la grisaille ambiante, toujours vêtue du même manteau rouge délavé, un peu trop grand pour elle. On la voyait souvent assise, seule, sur le banc de pierre de la place de l'église, le regard perdu dans le vide. Ses yeux, d'un gris profond, semblaient apporter une tristesse bien trop lourde pour ses frêles épaules. Elle vivait chez les Bernard, un couple de notables locaux, Philippe et Sylvie. Ils la présentaient à tout le monde comme leur fille adoptive, un miracle tardif venu combler leur vie. Mais Léa n'était jamais heureuse, jamais un sourire. Elle serrait constamment dans sa main un petit oiseau en bois sculpté, un rossignol usé par le temps, comme s'il s'agissait de son seul et unique confident. La rencontre entre Julien et Léa fut d'abord silencieuse. Chaque jour, il venait s'asseoir sur le même banc, à quelques mètres d'elle, perdue dans ses propres tourments. Et chaque jour, elle restait là, muette, agrippée à son oiseau de bois. Un après-midi, brisant sa propre solitude, il lui a tendu un morceau de son pain au chocolat. Elle a hésité, puis a accepté d'un léger hochement de tête, sans un mot. Ce rituel s'est installé pendant plusieurs jours. Un pacte silencieux entre deux âmes solitaires, jusqu'à ce jour d'automne où le silence s'est brisé. Ce fut une phrase, chuchotée, qui allait faire basculer l'univers de Julien et le forcer à sortir de son apathie. Alors qu'il ajustait la manche de son pull, laissant apparaître une fraction de seconde une montre de luxe discrète qu'il avait oublié d'enlever, la fillette s'est penchée vers lui. Sa petite voix était à peine audible. « Ils m'ont vendu pour de l'argent !» Julien a figé, le souffle coupé. Il a d'abord cru à une imagination d'enfant, à une phrase entendue dans un film.
C'était impossible. Absurde. Il allait lui répondre quelque chose de rassurant, quand elle a ajouté une chose qui l'a glacé jusqu'à la moelle. En désignant sa montre du menton, elle n'a pas regardé le cadran, et ni la marque. Son regard était fixé sur le fermoir. Sur ce fermoir était gravé un minuscule logo, un oiseau stylisé, presque effacé par le temps. Mon vrai papa, il en dessinait des comme ça. Le cœur de Julien a manqué un battement. Cet oiseau. Ce n'était pas n'importe quel oiseau. C'était le logo de la toute première start-up qu'il avait fondée avec Marc 20 ans plus tôt. Un logo dessiné par Marc lui-même, un soir d'espoir et d'ambition, bien avant la trahison, la faillite et la mort. Un symbole oublié de tous, sauf de lui. Comment cet enfant pouvait-elle connaître ce dessin? Pour la première fois depuis des années, le brouillard dans l'esprit de Julien s'est dissipé. Il n'était plus un fantôme. Il était accroché. Il devait savoir. Le lendemain, le banc de pierre était vide. Et le jour d'après aussi. Léa n'était plus là. Le cœur de Julien martelait sa poitrine d'une angoisse nouvelle, brute. Avait-il été trop visible? L'avait-on éloigné à cause de lui? Le brouillard de Valgris semblait s'être épaissi, se transformant en un étau de suspicion. Chaque regard des villageois dans sa direction lui paraissait lourd de sous-entendus. Il n'était plus l'écrivain discret. Il était l'inconnu qui parlait aux enfants. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Le fantôme de Marc avait été rejoint par celui d'une fillette au manteau rouge. Il se leva et, pour la première fois depuis des mois, il alluma un ordinateur portable dernier cri qu'il gardait caché au fond d'une armoire. L'écran s'illumina, révélant non pas une page blanche de traitement de texte, mais des graphiques boursiers complexes et des emails cryptés. Il n'était plus le vagabond de Valgris. Il était redevenu Julien Dubois, le millionnaire de Lyon. D'un geste qu'il connaissait par cœur, il composa un numéro. À l'autre bout du fil, une voix professionnelle et discrète répondit. C'était Alain Martel, le meilleur détective privé de Lyon. Un homme habitué à déterrer les secrets des puissants pour le compte d'autres puissants. Julien fut bref. Il voulait tout savoir sur Philippe et Sylvie Bernard, et sur une fillette nommée Léa. Aucune trace légale de son adoption. Discrétion absolue. Le prix n'était pas un problème. Pendant que Martel se mettait au travail, Julien observa. Il devait comprendre le terrain sur lequel il s'aventurait. Et ce terrain était dominé par une seule figure, Philippe Bernard. En surface, l'homme était irréprochable. Président de l'association caritative, le Cœur de Valgris, pilier de la paroisse, toujours le premier à organiser une collecte pour une famille dans le besoin. Sa femme, Sylvie, était son ombre, toujours souriante, mais avec quelque chose de fragile, de presque effrayé dans le regard. Les Bernard étaient le parangon de la vertu provinciale. Julien les vit à la sortie de la messe le dimanche. Philippe serrait des mains, posait une main paternelle sur l'épaule du maire, tandis que Léa se tenait à ses côtés, silencieuse, son petit oiseau en bois serré dans la main. Elle ressemblait moins à une fille qu'à un trophée. Un après-midi, alors que Julien achetait du pain, Philippe Bernard entra dans la boulangerie. L'atmosphère changea instantanément. Les murmures cessèrent, les sourires s'élargirent. Bernard salua tout le monde par son nom, puis son regard se posa sur Julien. Il s'approcha, un sourire affable aux lèvres. « Monsieur Dubois, n'est-ce pas? L'écrivain. J'espère que Valgris vous inspire. » La voix était mielleuse, mais les yeux étaient froids, calculateurs. « C'est un endroit. Calme, » répondit Julien, prudent. « Oh oui, nous sommes une grande famille, ici. Nous prenons soin les uns des autres, surtout de nos enfants. » Le message était clair. C'était un avertissement. Ne vous approchez pas. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme n'était pas seulement un notable de province, il était dangereux. Les premiers résultats de l'enquête de Martel arrivèrent quelques jours plus tard, dans un email crypté. Comme Julien le pressentait, il n'existait aucune trace officielle de l'adoption de Léa. Aucun jugement, aucun dossier à la DASS. La fillette, légalement, n'existait pas dans la vie des Bernard. C'était une fantôme. Mais ce n'était pas tout. Martel avait découvert quelque chose de bien plus troublant. L'association caritative de Bernard, le Cœur de Valgris, n'était pas ce qu'elle semblait être. Ses finances étaient opaques, un enchevêtrement de prêts privés accordés à des familles d'agriculteurs et d'artisans de la région. Des familles qui, curieusement,
semblaient toutes connaître des difficultés insurmontables peu de temps après. Julien sentait le piège se refermer, non pas sur lui, mais sur des dizaines de vies innocentes. Chaque pas qu'il faisait pour aider Léa le ramenait à sa propre histoire, à la manière dont il avait manipulé les finances pour évincer Marc. Il utilisait aujourd'hui les mêmes outils, l'argent, le pouvoir, l'information, mais dans un but inverse. Ce n'était pas une quête de rédemption, c'était une pénitence. Bernard, de son côté, sentait le danger. Il ne savait pas qui était Julien, mais il savait qu'il posait des questions. Et à Valgry, les questions étaient plus dangereuses que les couteaux. La rumeur commença à enfler, sournoise, insidieuse. D'abord un murmure à la boulangerie, puis une conversation à voix basse au café du village. Ce nouvel arrivant, cet homme seul qui ne travaillait pas, qui rôdait près de l'école. Il avait un intérêt malsain pour la petite Léa Bernard. Philippe Bernard lui-même nourrissait le feu avec une fausse inquiétude. Je ne veux accuser personne, bien sûr, mais nous devons être vigilants. Notre petite est si fragile. Julien le sentit immédiatement. Les regards n'étaient plus seulement suspicieux, ils étaient hostiles. La boulangère lui servit son pain sans un mot. Le garagiste prétendit ne pas avoir le temps de regarder sa voiture. Il était devenu un paria. Bernard était en train de l'isoler, de le couper du monde, exactement comme il le faisait avec Léa. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, la vieille Clio refusa de démarrer. En ouvrant le capot, il vit que les fils de la batterie avaient été sectionnés, proprement. Ce n'était pas du vandalisme ordinaire. C'était un message. Le deuxième. Loin de l'intimider, cela ne fit qu'attiser sa détermination. Il rappela Martel. « Je veux que vous laissiez tomber les Bernard pour l'instant. Je veux que vous trouviez l'origine de cet oiseau en bois, ce rossignol. Et je veux que vous retrouviez la famille d'un homme, mon ancien associé, Marc Fournier. » Il y avait un lien. Il le sentait au plus profond de ses os. Un lien terrible et insensé entre son passé honteux et le présent tragique de cet enfant. Quelques jours plus tard, alors que le brouillard semblait ne jamais vouloir se lever sur Valgry, un nouvel email arriva. Il contenait 2 informations. La première était une photo, celle d'un couple d'agriculteurs, les Martin, au visage épuisé par le labeur et le souci, posant devant une ferme hypothéquée. Ils avaient contracté un prêt auprès du Cœur de Valgry 1 an plus tôt. Ils avaient une fille. Elle avait disparu des registres en même temps qu'eux. La deuxième information était une simple ligne de texte. Mais elle frappa Julien comme un coup de poing en pleine poitrine, lui coupant le souffle. Le détective avait retrouvé la trace des parents de Léa, les Martin. Et ce n'était pas seulement leur trace qu'il avait retrouvée. C'était leur histoire. Une histoire de désespoir tissée par la main experte de Philippe Bernard. Les Martin étaient des agriculteurs, propriétaires de leurs terres depuis des générations. Mais une mauvaise récolte, suivie d'une maladie du bétail, les avait mis à genoux. C'est là que le Cœur de Valgry était intervenu, tel un sauveur. Bernard leur avait accordé un prêt, à des conditions qui semblaient généreuses, trop généreuses. Le piège s'était refermé sur eux, implacable. Les clauses cachées, les intérêts qui s'envolaient, les avaient étranglés. En quelques mois, ils étaient au bord de la faillite, menacés de tout perdre. C'est alors que Bernard leur avait fait une offre. Une offre monstrueuse, déguisée en acte de charité. Une famille riche et stérile, disait-il, rêvait d'avoir un enfant. Ils pourraient donner à Léa une vie de princesse, loin de la misère qui les attendait. En échange, la dette serait effacée. C'était un choix impossible, un arrachement. Mais face à la ruine totale, acculés, terrorisés, ils avaient cédé. Julien sentit la nausée monter. C'était donc ça, le vrai visage de la charité de Valgry. Un trafic d'êtres humains, masqué par des sourires et des poignées de main à la sortie de l'église. Il continua sa lecture du rapport de Martel, le cœur battant à tout rompre. Le détective avait joint les fiches d'état civil des parents. Anne Martin, née à Valgry. Et son mari? Julien plissa les yeux. Le nom de famille était différent. Une note du détective expliquait que le couple utilisait parfois le nom de jeune fille de la mère pour des raisons de discrétion. Le vrai nom du père de Léa était Thomas Fournier. Fournier. Le mot explosa dans l'esprit de Julien comme une grenade. Ce n'était pas possible. Il relut le nom, encore et encore. Thomas Fournier, le petit frère de Marc. Le jeune homme timide et doué pour le dessin, qu'il n'avait pas revu depuis le jour de l'enterrement,
20 ans plus tôt. Le jour où Thomas l'avait regardé avec un mélange de haine et de chagrin si pur que Julien avait dû détourner les yeux, incapable de soutenir ce jugement silencieux. Léa n'était pas juste une fillette vendue. Elle était la nièce de l'homme qui l'avait détruit. Le rossignol en bois n'était pas un hasard. C'était un héritage, un talent que Marc, l'artiste, avait transmis à son petit frère. Julien se laissa tomber sur une chaise, le souffle coupé. La pièce se mit à tourner. Ce n'était plus une simple enquête, ni même une quête de rédemption. C'était une punition. L'univers ne lui offrait pas une chance de se racheter. Il lui présentait la facture de sa trahison, avec 20 ans d'intérêt. Chaque larme de Léa était une conséquence directe de sa lâcheté passée. S'il n'avait pas trahi Marc, Marc ne serait pas mort. Sa famille n'aurait pas été brisée. Son petit frère n'aurait peut-être jamais sombré dans une telle précarité, au point de devoir abandonner son propre enfant. La culpabilité n'était plus un fantôme abstrait. Elle avait le visage d'une fillette de 8 ans au manteau rouge. Cette révélation changea tout. La peur qu'il ressentait face à Bernard se transforma en une rage froide, calculatrice. Ce n'était plus l'affaire de Léa, c'était devenu son affaire. Il devait à Marc, il devait à son frère, il se devait à lui-même de démanteler l'empire de cet homme. Il ne s'agissait plus de sauver une enfant, mais de réparer, autant que possible, les ruines qu'il avait lui-même créées. Mais Bernard n'était pas un homme qui attendait passivement. Sentant une menace invisible se resserrer autour de lui, il passa à l'offensive. Il ne se contenta plus des rumeurs. Un matin, Julien trouva le maire et 2 gendarmes à sa porte. Ils avaient reçu une plainte anonyme bien sûr, l'accusant de harcèlement sur mineur. On lui posa des questions sur son intérêt pour la petite Léa Bernard. Julien garda son calme, répondit poliment, mais il comprit le message. Bernard utilisait son influence, les institutions mêmes du village, pour le neutraliser. Il était en train de le transformer officiellement en prédateur aux yeux de tous. Le soir même, alors qu'il passait en voiture près de la place du village, il vit une scène qui lui glaça le sang. Léa avait laissé tomber son rossignol en bois. Alors qu'elle se penchait pour le ramasser, Philippe Bernard la saisit brutalement par le bras, la forçant à se relever. Son visage, d'habitude si affable, était déformé par une colère froide. Il lui arracha l'oiseau des mains et le jeta avec force dans une poubelle publique. « Je t'ai dit de ne plus jouer avec cette saleté !» siffla-t-il, assez fort pour que Julien l'entende. Léa ne pleura pas. Elle se contenta de fixer la poubelle, le visage vide, comme si on venait de lui arracher une partie de son âme. Cette cruauté gratuite, cet acte de domination psychologique, fut la dernière goutte d'eau. Julien appuya sur l'accélérateur, le cœur au bord des lèvres, luttant contre l'envie de sortir de sa voiture et de frapper Bernard. Mais il savait que ce serait une erreur. Il ne pouvait pas gagner sur le terrain de Bernard, pas en tant que vagabond suspect. Pour détruire un monstre comme Bernard, il devait en devenir un autre. Un monstre de pouvoir et d'argent. Cette nuit-là, Julien Dubois, l'écrivain raté, est mort. Il a pris son téléphone et a passé une série d'appels. Le premier fut pour son avocat à Lyon. « Vends tout, les actions, les obligations. Je veux des liquidités, des millions, immédiatement. » Le second fut pour Martel, le détective. Sa voix était méconnaissable, dure comme l'acier. « La discrétion, c'est terminé. Je veux que vous engagiez une équipe. Je veux les relevés bancaires de Bernard, de sa femme, de son association. Je veux les noms de chaque couple qui a adopté un enfant par son intermédiaire. Je veux retrouver toutes les familles qu'il a ruinées. Ne vous souciez pas du coût. Ne vous souciez pas des méthodes. Je veux des preuves irréfutables qui l'enverront en prison pour le reste de ses jours. » Il raccrocha. Le déguisement était tombé. Il n'était plus un fantôme essayant de fuir son passé. Il était un millionnaire sur le sentier de la guerre, et il allait utiliser l'arme même qui avait causé sa chute, l'argent, pour faire éclater la vérité. Valgris pensait avoir affaire à un loup solitaire. Ils allèrent découvrir qu'ils avaient provoqué un dragon. Le lendemain matin, le dragon se réveilla. Et il ne crachait pas du feu, mais de l'argent et de l'influence, des armes bien plus redoutables dans le monde des hommes. Une berline noire aux vitres teintées, silencieuse et menaçante, se gara devant la petite maison de location de Julien. En sortirent 2 hommes en costume sombre, qui ne ressemblaient en rien à des touristes. C'était l'équipe de Martel, un ancien policier spécialisé dans la finance, et un expert en informatique capable de faire parler n'importe quel serveur. «
Val-Gris, avec ses traditions et ses secrets chuchotés, venait d'entrer de plain-pied dans le XXIe siècle. Le changement fut brutal. La vieille Clio fut remplacée par la berline qui servait de bureau mobile high-tech. Julien n'errait plus dans les rues. Il dirigeait les opérations depuis son salon, transformé en quartier général de crise. Les cartes du village étaient étalées sur la table, avec des cercles rouges autour de la maison des Bernard, de la mairie, et d'un lieu qui revenait sans cesse dans les rapports, le vieux moulin abandonné à la sortie de la ville. Le fantôme de l'écrivain paumé s'était évaporé, remplacé par un stratège au regard dur, animé par une fureur froide. La ville ne tarda pas à le remarquer. La rumeur de l'homme louche fut balayée par une nouvelle, bien plus déconcertante. L'écrivain n'était pas un écrivain. C'était un homme d'affaires de Lyon. Un millionnaire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Mais au lieu de lui apporter le respect, elle engendra la méfiance. À Val-Gris, la richesse soudaine et visible n'était pas une vertu. C'était une agression. On ne le voyait plus comme un prédateur, mais comme un promoteur immobilier venu racheter leurs terres ou un industriel qui allait détruire leur tranquillité. Philippe Bernard, maître manipulateur, surfa sur cette vague de peur. Il n'attaqua pas Julien de front. Au contraire, il joua la carte de la victime. On le vit au café du village, le visage marqué par une fausse tristesse. « Cet homme est venu ici avec son argent pour nous détruire », disait-il à qui voulait l'entendre. « Il m'en veut personnellement. Il harcèle ma famille, ma pauvre petite Léa. Il veut salir mon nom, le nom d'une famille qui a tout donné à cette communauté. » Il était brillant. Il transformait l'enquête de Julien en une guerre personnelle entre un riche citadin arrogant et un humble serviteur du peuple. Et Val-Gris choisit son camp. Les regards hostiles devinrent des portes qui se fermaient. Le maire, qui avait envoyé les gendarmes chez Julien quelques jours plus tôt, refusa de le recevoir. « Monsieur Dubois, vos affaires ne nous regardent pas, mais je vous demande de ne pas troubler l'ordre public. » L'ordre public. Julien comprit que l'ordre public, c'était Philippe Bernard. Pendant ce temps, l'équipe de Martel éventrait le système Bernard. Les preuves s'accumulaient, plus sordides les unes que les autres. Des relevés bancaires montrèrent des virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros provenant de couples en Suisse et en Belgique, vers un compte offshore qui revenait ensuite, blanchi, sur les comptes personnels de Bernard. Ils retrouvèrent 2 autres familles, en plus des Martin, ruinées par le même procédé. Un prêt du cœur de Val-Gris, suivi d'un étranglement financier, et la disparition d'un enfant. L'association caritative n'était qu'une façade pour un réseau de trafic d'enfants. Le coup de grâce vint de l'expert en informatique. Il réussit à pirater l'agenda électronique de Bernard. La plupart des rendez-vous étaient anodins, mais certains étaient codés. Un nom de fleur, suivi d'une heure et des initiales V, M, Vieux Moulin. C'était là que les transactions avaient lieu. C'était là qu'il rencontrait les parents désespérés et les couples acheteurs. Et un rendez-vous était fixé pour la semaine suivante. Orchidée, 22h, V, M. Orchidée était le nom de code pour Léa. Bernard s'apprêtait à la vendre. La rage de Julien atteignit son paroxysme. Il avait les preuves, il avait le lieu, il avait la date. Il pouvait tout donner à la police et regarder l'empire de Bernard s'effondrer. Mais quelque chose le retenait. Ce serait trop simple. Une arrestation discrète, un article dans le journal local, et la vie continuerait. Bernard irait en prison, mais la ville, sa ville, continuerait de le voir comme une victime, et Julien comme le destructeur. La vérité devait éclater au grand jour, devant tout le monde, de la manière la plus spectaculaire et la plus humiliante possible. Il fallait que le masque tombe en public pour que personne ne puisse jamais plus douter de la nature du monstre. C'est alors qu'il vit l'affiche placardée sur la porte de la mairie, une affiche en couleur avec le visage souriant de Philippe Bernard. Elle annonçait le gala de charité annuel du Cœur de Val-Gris, l'événement social de l'année à Val-Gris. Tout le village serait là, le maire, le curé, les notables, les familles que Bernard avait aidées. Ce serait sa soirée de triomphe. Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Julien. Bernard venait de lui offrir la scène parfaite. Il n'allait pas l'arrêter dans l'ombre du vieux moulin. Il allait le détruire sous les lumières de son propre gala, devant les gens même qu'il avait trompés pendant des années. Il contacta Martel. « Oubliez le moulin, j'ai un meilleur plan. Récupérez toutes les preuves. Relevés bancaires, témoignages des familles, tout. Montez-moi une présentation. Courte, brutale et irréfutable.
Puis, il passa l'appel le plus difficile de sa vie, celui qu'il repoussait depuis 20 ans. Il composa le numéro de Thomas Fournier, le père de Léa, le frère de Marc. La voix qui répondit était celle d'un homme brisé, méfiant. Julien prit une profonde inspiration. « Thomas, c'est Julien Dubois. Ne raccrochez pas. Je sais où est votre fille, et j'ai besoin de votre aide pour la ramener à la maison. » Un long silence pesa à l'autre bout du fil. Un silence lourd, chargé de 20 années de haine et de chagrin. La respiration de Thomas Fournier était saccadée, comme celle d'un homme qui vient de recevoir un coup. Puis, sa voix éclata, rauque de colère. « Dubois, comment osez-vous? Comment osez-vous prononcer mon nom? Après ce que vous avez fait à mon frère. Je sais, Thomas. Il n'y a pas un jour où je ne... » commença Julien. Mais il se coupa net. Ce n'était pas le moment pour ses regrets. Ce n'était pas à propos de lui. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. Juste une minute. Votre fille est ici, à Valgry. Elle est retenue par un homme nommé Philippe Bernard. Il l'a prise, comme il en a pris d'autres. »« C'est un mensonge, » cracha Thomas. « Vous êtes un monstre du bois. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent. » Julien ferma les yeux, acceptant la morsure de chaque mot. Il le méritait. « Je ne veux rien de vous. Je veux vous rendre votre fille. Elle a un petit rossignol en bois. Un oiseau que Marc m'a appris à reconnaître. Vous vous souvenez? Il disait que chaque pièce de bois avait son propre chant. » Le silence revint, mais différent cette fois. Il n'était plus empli de haine, mais de stupeur. Le rossignol. C'était leur secret de famille, le symbole de leur lignée d'artisans du bois. Un détail que personne en dehors de leur cercle intime ne pouvait connaître. « Comment savez-vous ça ?» murmura Thomas, sa colère brisée par le doute. « Parce que je l'ai vue, Thomas. Je lui ai parlé. Elle est terrifiée, mais elle est forte, comme son père, comme son oncle. Rencontrez-moi, demain à midi, au café de la Fourche sur la route de Clermont. Venez avec votre femme, je vous montrerai tout, je vous le dois. Je le dois à Marc. » Le lendemain, le café de la Fourche était presque désert. Julien était assis à une table au fond, un dossier posé devant lui. Il vit un couple entrer, hésitant. Thomas Fournier avait vieilli, ses traits tirés par le souci, mais ses yeux avaient la même intensité que ceux de Marc. À ses côtés, sa femme, Anne, semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules. Ils s'approchèrent de la table comme s'ils marchaient vers un échafaud. Il n'y eut pas de salutation. Julien ouvrit le dossier. Il ne leur parla pas de sa culpabilité, ni de sa quête de rédemption. Il leur parla de leur fille. Il leur montra les photos que Martel avait prises discrètement. Léa sur le banc de l'église. Léa marchant derrière Sylvie Bernard, le regard vide. Il leur montra les relevés bancaires, les preuves du réseau de Bernard, les témoignages des autres familles brisées. Anne Martin se mit à pleurer en silence, une main sur la bouche, en voyant le visage de son enfant. Thomas, lui, fixait Julien, son expression passant de la méfiance à une horreur grandissante, puis à une rage impuissante. « Pourquoi ne pas aller à la gendarmerie avec tout ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée. C'était la question que Julien attendait. « Parce que Bernard est Valgry, et Valgry est Bernard. Ils contrôlent le maire, ils financent la paroisse, ils classeront l'affaire. Ils diront que je suis un millionnaire fou qui s'acharne sur un notable respectable. Ils vous décriront comme des parents indignes qui ont vendu leur enfant. Non. Pour le détruire, il ne faut pas l'arrêter. Il faut l'exposer. Il faut que son masque tombe devant les gens qui l'adulent. » Julien se pencha en avant. Dans 3 jours, il organise son grand gala de charité. L'événement de l'année. Tout le village sera là pour l'applaudir. C'est là que nous allons frapper. Pas dans l'ombre, mais en pleine lumière. Le plan était fou, théâtral, dangereux. Mais dans les yeux de Thomas et Anne, une lueur d'espoir commençait à remplacer le désespoir. Pour la première fois depuis 1 an, ils n'étaient plus des victimes passives, ils pouvaient se battre. Les 3 jours suivants furent d'une tension électrique. Pendant que Valgry s'affairait à préparer la fête, décorant la salle communale de guirlandes et de fleurs, l'équipe de Julien travaillait sans relâche dans la petite maison de location. La présentation fut peaufinée, chaque preuve vérifiée, chaque diapositive conçue pour être un coup de poignard visuel. Des extraits de comptes bancaires, des photos des familles ruinées, une carte du réseau de Bernard s'étendant sur toute la région. Julien, lui, s'occupait de la pièce maîtresse. Il avait passé un après-midi entier dans la forêt, près du vieux moulin.
Il n'était pas un artiste comme Marc ou Thomas, mais il se souvenait des leçons de son ami. Avec un couteau et un morceau de merisier, il sculpta. Maladroitement, sans le talent des fourniers, mais avec tout son cœur et son repentir, il sculpta un oiseau, un rossignol. Le soir du gala arriva. La salle des fêtes de Valgris scintillait. Les notables du village, dans leurs plus beaux atours, se pressaient autour du buffet, riant et buvant du champagne bon marché. L'air était rempli de musique et de fausse bienveillance. Au centre de tout cela, Philippe Bernard rayonnait. Il serrait des mains, acceptait les compliments, le parfait seigneur bienveillant de son petit royaume. Il aperçut la berline noire de Julien garée de l'autre côté de la place, et un sourire méprisant effleura ses lèvres. Le millionnaire de Lyon pouvait bien rester dans sa voiture, il avait perdu. La ville l'avait choisi, lui. À 20 heures précises, il monta sur la petite scène installée pour l'occasion. Le silence se fit. Les lumières se tamisèrent, ne laissant qu'un projecteur sur son visage souriant. Derrière lui, un grand écran blanc attendait la projection de son bilan annuel de charité. Mes chers amis, mes chers voisins, ma chère famille de Valgris, commença-t-il d'une voix tremblante d'une émotion feinte. Quand je regarde vos visages ce soir, je ne vois pas des donateurs. Je vois le cœur battant de notre communauté, un cœur fondé sur l'entraide, la solidarité, et par-dessus tout, la protection de nos enfants. C'est à ce moment précis que les portes du fond de la salle s'ouvrirent. 3 silhouettes se découpèrent dans l'encadrement. Un homme en costume impeccable, et à ses côtés, un couple d'agriculteurs aux vêtements simples mais à la dignité farouche. Julien Dubois, Thomas et Anne Fournier venèrent d'entrer. Ils avancèrent lentement dans l'allée centrale, sous les regards stupéfaits de l'assemblée. Philippe Bernard s'arrêta net, un mot à moitié formé sur les lèvres. Le sourire figé sur son visage se craquela. Le murmure qui parcourait la salle se transforma en un silence stupéfait, pesant. Tous les regards étaient tournés vers l'allée centrale, vers cet étrange trio. L'intrus millionnaire, et ce couple d'inconnus qui semblaient tout droit sortis de la terre, les mains calleuses, le regard droit. Bernard retrouva sa contenance en une fraction de seconde, le politicien reprenant le dessus sur l'homme. Il esquissa un sourire de pitié. « Mes amis, je vous demande pardon pour cette interruption. Monsieur Dubois, je crois que vous vous êtes trompé de soirée. Quant à vous, braves gens, je suis sûr que nous pouvons discuter de vos problèmes plus tard, de manière plus privée. » Il fit un signe discret à 2 hommes près de la scène, leur ordonnant d'intervenir. Mais Julien ne leur laissa pas le temps. D'un geste, il sortit une petite télécommande de sa poche et appuya sur un bouton. Derrière Bernard, le grand écran blanc qui devait projeter ses exploits caritatifs s'illumina. Mais ce ne fut pas le logo du Cœur de Valgris qui apparut. Ce fut un relevé bancaire. Un virement de 50 000 € provenant d'un couple de Genève vers un compte aux îles Caïmans. Puis un autre, et un autre. Les chiffres défilaient, implacables, silencieux, projetés en lettres géantes derrière l'homme qui se vantait de son altruisme. Un frisson d'incompréhension parcourut l'assemblée. Bernard se retourna, le visage blême. Il tenta de rire, un son étranglé qui ne trompa personne. De la pure fantaisie, des documents falsifiés par cet homme pour me nuire. Mais Julien continua. L'écran changea, affichant la photo d'une autre famille, puis d'une autre. Des visages fatigués, des fermes délabrées. À côté de chaque photo, un contrat de prêt signé avec l'association de Bernard, et la fiche d'état civil d'un enfant qui avait, comme par hasard, disparu des registres peu de temps après. La vérité se dessinait, monstrueuse, pièce par pièce. Ce n'était plus une accusation, c'était une démonstration. La voix de Julien s'éleva, calme mais portant dans toute la salle. Cet homme ne vous a pas protégé. Il s'est servi de vous. Il a utilisé votre confiance et votre générosité comme un manteau pour cacher le plus immonde des commerces. Il n'a pas aidé les familles en difficulté. Il les a créées pour leur voler ce qu'elles avaient de plus précieux. Les murmures reprirent, mais ils avaient changé de nature. La stupéfaction laissait place à l'horreur, puis à la colère. Les gens ne regardaient plus Julien comme un intrus, mais Bernard comme un monstre. Le maire, assis au premier rang, semblait avoir rapetissé sur sa chaise. C'est alors que la porte latérale de la salle s'ouvrit. Sylvie Bernard apparut, le visage ravagé par les larmes. Elle tenait par la main une petite fille au manteau rouge. Léa. Le silence devint total, absolu. Sylvie, dans un dernier acte de conscience ou de peur, avait choisi son camp. Elle s'arrêta au pied de la scène, incapable d'aller plus loin. Philippe Bernard vit sa femme. Il vit l'enfant.
et il comprit que tout était fini. La fureur déforma ses traits. « Sylvie, ramène cet enfant à la maison, immédiatement !» Mais personne ne l'écoutait plus. Léa avait lâché la main de Sylvie. Ses yeux étaient fixés sur le couple d'agriculteurs qui se tenait à côté de Julien. Lentement, comme dans un rêve, elle monta les quelques marches de la scène. Elle marcha vers Thomas Fournier. Dans sa petite main, elle tenait quelque chose. Le rossignol en bois que Julien avait repêché dans la poubelle et lui avait rendu en secret. Elle s'arrêta devant son vrai père. Sans un mot, elle lui tendit le petit oiseau usé. Thomas la regarda, les larmes coulant sur ses joues. Il plongea la main dans sa propre poche et en sortit un autre oiseau en bois, fraîchement sculpté, le merisier encore clair. Il le tendit à sa fille. L'image de ces deux rossignols, l'ancien et le nouveau, se rejoignant dans les mains d'un père et de sa fille, brisa le dernier sortilège de Bernard. Anne monta à son tour sur la scène et enveloppa sa fille dans ses bras, pleurant son nom encore et encore. Devant le village tout entier, la famille Martin était réunie. Le masque du bienfaiteur tomba, révélant le visage hideux du trafiquant d'enfants. Les gendarmes, qui étaient entrés discrètement, n'eurent même pas besoin de se frayer un chemin. La foule s'écarta d'elle-même, comme pour ne pas être souillée par le contact de Philippe Bernard. La justice suivit son cours. Bernard et sa femme furent arrêtés. Leur réseau, qui s'étendait bien au-delà de Valgry, fut entièrement démantelé. Des enfants furent rendus à leur famille, et des vies, bien que brisées, purent recommencer à se reconstruire. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Pour Julien, la fin du cauchemar de Léa n'était que le début de sa propre reconstruction. Il ne retourna pas à sa vie dorée à Lyon. Cette vie n'existait plus. Il vendit son entreprise, non pas par dégoût, mais avec un but. Avec une partie de l'argent, il créa une fondation pour aider les Martin et toutes les autres victimes de Bernard à se remettre sur pied, à racheter leurs terres, à effacer leurs dettes. Avec le reste, il racheta le vieux moulin abandonné. Le lieu des transactions sordides de Bernard, mais aussi le lieu de ses souvenirs d'enfance avec Marc. Il ne le transforma pas en une résidence de luxe, mais le restaura pierre par pierre. Il en fit un centre communautaire pour le village, et un atelier d'artisanat du bois, en mémoire de Marc Fournier. Il ne cherchait plus à fuir son passé, mais à l'honorer. La dernière scène se passe des mois plus tard. Un printemps radieux a chassé le brouillard de Valgry. Le soleil brille sur les toits d'ardoise, qui semblent enfin refléter la lumière. Dans l'atelier du moulin, l'odeur du bois fraîchement coupé flotte dans l'air. Julien, le visage apaisé, n'est plus un fantôme rongé par le remords. Il montre à une petite fille comment tenir un couteau à sculpter. Léa, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants de malice, essaie de donner forme à un morceau de bois. Elle lève les yeux vers lui et dit, en montrant le rossignol que son père lui a sculpté, posé sur l'établi. « Le mien, il chantera plus fort que le tien. » Julien rit, un rire franc et libéré. Il n'est plus un millionnaire déguisé. Il n'est plus le traître ou le sauveur. Il est simplement Julien. Un homme qui, en sauvant une enfant, avait finalement trouvé le chemin pour se sauver lui-même. Car la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans les liens que l'on répare et le courage de faire face à ses propres fantômes. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je promets de vous apporter d'autres récits qui, je l'espère, sauront vous émouvoir. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à cette histoire. Je lis chacun de vos retours avec une immense attention. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.